Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence. Et pour remercier ceux qui arrivent à l'heure, on va même commencer en avance. La conférence était prévue à 10 heures. Comme ça permettra à chacun de gérer au mieux sa journée. Donc, je vous remercie, je vous le disais, de votre présence. Je suis vraiment ravie d'être là et même fière de voir ce que le MIC a accompli, et je pense particulièrement au projet que vous allez voir aujourd'hui. Pourquoi cette conférence de presse alors que ça fait moins de 2 mois que j'ai pris mes fonctions? La première raison, c'est qu'on fait face à un challenge sans précédent. Il y a au niveau des entreprises énormément de défis à relever, que ce soit évidemment au niveau de l'approvisionnement, de l'énergie, mais aussi la guerre des talents. Je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprises. Et la première chose qu'ils me disent, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous dans cette guerre de talents? On a du mal à trouver les gens, on a du mal à les garder. Mais il y a évidemment l'évolution exponentielle de l'intelligence artificielle. Et on considère que c'est un sujet pour lequel on ne pouvait pas attendre 6 mois. Et donc, cette idée de déjà lancer un premier plan d'action pour favoriser l'adoption de l'IA dans les entreprises en Wallonie. Alors, quand je disais un challenge sans précédent, la première chose que j'avais envie de mettre en exergue, c'est ce paradoxe de l'IA générative. Quand, à travers différentes études qui sont réalisées, ici c'est au niveau belge, on n'a pas de chiffre au niveau de la Wallonie, quant à la notoriété de l'IA, la Belgique et la Wallonie se classent bien, même très bien, dans tout à fait la moyenne européenne, avec une notoriété qui est de 70%. Quand globalement on leur demande, connaissez-vous ChatGPT, connaissez-vous Copilot, l'intelligence artificielle générative. Quand ensuite on leur demande, utilisez-vous des outils d'intelligence artificielle générative, on ne passe plus qu'à 23%. Et quand on leur demande s'ils utilisent autre chose que des outils de génération d'images et s'ils l'utilisent à titre professionnel, on tombe à 7%. Et l'utilisez-vous quotidiennement? 1%. Sachant que dans ce 1%, la majorité sont des 18-34 ans. Ça, c'est une étude un peu plus ancienne qui répartit en fait l'usage de l'intelligence artificielle par taille d'entreprise. Et vous voyez immédiatement que globalement, ce sont les grandes entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle. La Wallonie est un pays de PME. Et donc, pour faire un cliché, ce sont surtout les jeunes 18-34 ans qui utilisent l'intelligence artificielle et surtout pour de la génération d'images. Et c'est ce que je remarque quand je rencontre des employés, des étudiants, des dirigeants d'entreprise, c'est qu'il y a énormément d'intérêt pour le sujet, mais on ne sait pas par où commencer. Il y a des questions qui se posent aussi en termes de confidentialité, de sécurité, mais surtout, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon entreprise avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'elle peut m'aider à réaliser? Et il y a aussi une difficulté à appréhender l'impact de l'intelligence artificielle sur un métier, sur un secteur. Il y a, si on polarise les débats, vraiment ce côté, certains pensent qu'elle va détruire des métiers ou des emplois, d'autres au contraire que ça va en créer. Mais finalement, concrètement, qu'est-ce que ça va impliquer? En 2023, LinkedIn a analysé en fait les différentes compétences présentes dans les métiers représentés sur LinkedIn, donc qui sont des travailleurs généralement plus de la connaissance, qui sont les plus concernés évidemment par cette révolution de l'intelligence artificielle. Et sur le côté droit du tableau, on voit d'une part les métiers qui vont être fortement impactés jusqu'à être remplacés par d'autres métiers et ceux qui vont être augmentés. Et en 2023, donc sorti en début d'année, on voyait que la ligne se situait vraiment au niveau des 50% des tâches qui peuvent être prises en charge par l'intelligence artificielle. Quand ils publient l'étude 1 an plus tard, en fait, ils ont déjà eux-mêmes dû reculer cette ligne puisqu'on passe à 55% de tâches qui peuvent être aujourd'hui en moyenne remplacées par l'intelligence artificielle à un rythme qui est plus rapide que prévu. Donc, on ne pouvait pas attendre pour mettre des choses en place. Et l'autre question qu'on nous pose souvent, c'est finalement
quelles sont les compétences du futur? Quelles sont les compétences qu'on doit développer dans un contexte où l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'importance? Il y a évidemment ce qu'on va appeler les hard skills. Et c'est une étude du Work Training Index qui a été publiée par Microsoft. On voit que dans les compétences du futur, 1/5 des compétences, c'est l'art de pouvoir poser les bonnes questions à l'intelligence artificielle, hein, ce qu'on va appeler le prompting. Mais le reste, ce sont beaucoup en fait de soft skills. La curiosité, l'esprit critique, l'empathie, la collaboration. Et on se rend compte que l'intelligence artificielle est souvent abordée sur un angle purement technologique, mise à disposition d'un outil. Et finalement, même parmi les utilisateurs quotidiens d'intelligence artificielle à but générative, à but professionnel, en fait, on l'utilise mal. Et souvent, les gens sont déçus du coup de la réponse qu'il leur est proposée. Donc, le constat, finalement, c'est cette énorme différence entre la notoriété très forte de l'intelligence artificielle, qui descend aux environs de 45-50% quand on leur demande d'expliquer ce que c'est. Donc, connaissez-vous, on est à 70%, expliquer ce que c'est, on est plutôt à 45-50%, mais une très faible adoption dans les PME. Or, c'est un élément essentiel de la résilience de notre économie et des PME. La deuxième chose, c'est la difficulté à appréhender l'IA, ce que ça va changer, ce qu'il faut mettre en place. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est finalement la difficulté qu'ont les entreprises à transposer des cas ou des usages dans leur entreprise, ce que moi je vais appeler un manque de créativité. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on veut axer le plan d'action du MIC, c'est inspirer les entreprises à travers des cas, à travers des prototypes, à travers des histoires autour de l'IA. On constate aussi une absence de stratégie IA, ce qui est assez logique, hein, quand on ne sait pas vraiment ce que ça peut apporter ni où on va, c'est difficile de mettre en place une stratégie, et un manque de formation. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'événements qui se passent autour de l'IA, à nouveau beaucoup dans le côté créatif, image et marketing, hein, c'est un des secteurs qui est le plus consommateur d'intelligence artificielle générative, mais pas réellement, je prends un mot anglais, d'empowerment des travailleurs de la connaissance, donc ceux qui passent leur journée devant un ordinateur. Et donc, dans ce contexte-là, le MIC, dont la mission est de contribuer au développement économique et technologique des entreprises en région Wallonne et donc au développement économique de la Wallonie, nous sommes aussi depuis ce mois de janvier référents en technologie numérique avancée et partenaire officiel de Digital Wallonia. Donc, technologie numérique avancée, c'est IA, XR, VR, blockchain, quantum computing, mais on voulait vraiment, à ce stade-ci, mettre l'accent sur l'intelligence artificielle. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire déjà à très court terme? Il y a deux axes. La première chose, c'est accélérer l'adoption, puisque vous voyez que c'est vraiment là qu'il y a un fossé, de l'IA dans les PME. Et le deuxième, qui est le corollaire du premier, c'est doper en fait la montée en compétences, tant au niveau des utilisateurs que des professionnels de la tech. Parce que l'IA avance très vite, mais ce n'est pas toujours évident pour des professionnels, finalement, de suivre, je dirais, la course de l'intelligence artificielle, mais surtout de disposer d'un catalogue de cas d'usage avec lesquels elles peuvent inspirer les entreprises. Et donc, l'idée, c'est de se dire, commençons par les quick wins, à nouveau c'est un mot anglais, mais on va dire les petits projets faciles à mettre en place. Et c'est vraiment la première chose, ça peut sembler très simple, très pragmatique, mais en fait, en rencontrant les entreprises, je me suis rendu compte qu'on n'a pas commencé par les fondamentaux. Et donc nous allons mettre en place des ateliers IA, où très concrètement, on va tout simplement inspirer et expliquer comment mettre en place intelligemment ces outils. Et le premier scénario qu'on a identifié, ça vient également du Work Trend Index de Microsoft. Quand on demande aux employés d'identifier quels sont les bloqueurs de leur productivité au quotidien, la première chose, c'est le premier problème, c'est d'avoir des réunions inefficaces. Le deuxième, c'est manquer d'objectifs clairs. Là, c'est plutôt du management. En tant que MIC, on ne peut pas y faire grand-chose. Le troisième, c'est d'avoir trop de réunions.
Le quatrième, c'est manquer d'inspiration. À nouveau, c'est une question de management, mais je pense que justement l'intelligence artificielle peut aussi inspirer à ce sujet-là. Et la dernière chose, c'est d'avoir la difficulté à trouver l'information dont j'ai besoin. 3 de ces 5 bloqueurs, en fait, sont directement adressables grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, typiquement, la première chose, premier atelier qu'on propose à partir du mois de juin, c'est l'optimisation des réunions. Alors, je vais prendre un cas pratique, qui est le cas de l'organisation de la conférence de presse aujourd'hui à la Grand Poste. En fait, on utilise des outils assez classiques de réunion à distance et aléa assez fréquent, la réunion doit être postposée d'une demi-heure et une des participantes à la réunion ne peut plus assister à la réunion. C'est pas grave, la réunion a quand même lieu. À l'issue de la réunion, eh bien, chacun dispose des notes de la réunion, des tâches, vous voyez, les to-do, qui doit faire quoi. Et le lendemain matin, parce que c'était une réunion en fin de journée, la personne qui n'a pas pu assister à la réunion a tout simplement, en fait, dans son Teams, le résumé de la réunion, les tâches qui ont suivi. Et puis tout simplement, moi derrière, j'utilise ces données-là pour préparer ma présentation, pour préparer ma note, pour mettre en place un budget. Le nombre de fois où j'ai vu des yeux écarquillés quand on parle de cette possibilité, je pense à des entreprises qui ont beaucoup de charges administratives, que ce soit des CA, des assemblées générales, les syndics d'immeubles, le coût classique de quelqu'un doit venir à la réunion pour prendre note, on reçoit les notes 2 semaines après, tout le monde a oublié ce qu'il devait faire entre-temps, les personnes qui n'y étaient pas finalement n'ont pas l'essence de la réunion qui est capturée. Eh bien, ça c'est typiquement un scénario quick win pour lequel on veut aider les PME à le mettre en place sans que ça bouleverse finalement leur quotidien, mais au contraire de voir la valeur ajoutée de ce type de scénario. Alors il y en a d'autres, c'est améliorer sa productivité, diminuer la charge administrative. Notre volonté finalement, c'est de faire de nos participants des bilingues IA. C'est aussi certainement plus important que les langues, c'est de pouvoir jongler comme si c'était quelque chose de naturel avec des outils de productivité dopés à l'IA. Et pour ça, on veut toucher 500 décideurs à travers ces premiers ateliers. Alors vous le voyez, sur la droite, j'ai même mis les différents outils qu'on va montrer durant ces ateliers, juste pour vous montrer que l'idée, c'est aussi de montrer, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Lixi, qui est une start-up bruxelloise, qui fait aussi de la retranscription de vidéos, enfin de réunions vidéo, l'analyse du sentiment, qui propose également en fait les tâches de suivi, mais aussi Zoom. Donc on ne se limite pas à un environnement Teams, mais aussi ChatGPT évidemment, Clap aussi pour certains que vous connaissez quand vous avez des réunions qui ne sont pas en distanciel, qui permet aussi de réaliser ce même type de tâches. La deuxième chose, je vous le disais au début, c'est de stimuler l'innovation et la montée en compétences en lançant en fait 3 appels à projets. L'idée, c'est vraiment de passer au cas suivant. Vraiment, les quick wins, c'est utiliser les outils qui sont déjà disponibles. Et le deuxième niveau, c'est vraiment développer des cas d'usage qui permettent à une entreprise de se différencier. Et donc, on lance 3 appels à projets autour de ça qui sont destinés au secteur de l'agroalimentation, du développement durable ou de l'expérience client, sur des thématiques comme parler à ses données, simplifier des processus, améliorer les opérations. Alors, ça peut sans doute vous sembler assez théorique et assez rébarbatif. Et en réalité, le point de départ de cette conférence de presse, c'est aussi mettre en avant les prototypes qui sont développés par les stagiaires du MIC et qui sont pour la plupart présents aujourd'hui. Il y en a 10 cette année. On a Coucou AI, qui permet en fait d'identifier grâce à une caméra placée dans des nids d'oiseaux, plutôt des oiseaux en voie de disparition ou menacés, si jamais il y a eu un œuf qui a été pondu ou si jamais un intrus est rentré comme une souris ou des choses comme ça.
On a l'atelier d'architecture contemporaine et écologique. Et là, vous le verrez, ils sont placés. Donc, toutes ces démonstrations, vous avez la possibilité d'interagir avec les étudiants avec les démonstrations à la fin de la conférence de presse. Mais là, il s'agit d'interagir avec un produit réel, mais dans un produit virtuel dans une réalité mixte. Oxygenus, qui analyse les échanges avec les clients pour automatiser la gestion des projets de construction. Ada, pour les plus anciens qui connaissent la réceptionniste virtuelle du MIC, eh bien, elle a reçu un upgrade. Oiseau, et ça pour moi c'est vraiment un scénario qui est réplicable à énormément d'entreprises, qui permet en fait d'interroger comme une discussion l'ensemble des PV d'Assemblée Générale pour des syndics d'immeubles. J'ai rencontré aussi un promoteur immobilier qui expliquait que chaque fois qu'ils ont un projet de promotion immobilière, ils créent une société temporaire et que globalement, ils ont en permanence 65 entreprises, ce qui veut dire 4 CA par an de 65 entreprises. Et il expliquait en fait la difficulté de savoir où se situe quel projet, mais de s'assurer aussi que finalement les obligations légales qui sont liées à ces projets sont bien éteintes ou ont bien été adressées. Avec ce type d'outils, en fait, on parvient tout à fait à avoir une réponse circonstanciée. AD de synergie, même chose, c'est un scénario assez réplicable qui analyse des emails pour identifier automatiquement des leads dans l'ensemble des mails qui arrivent. Mesh Innovate Create, assez intéressant aussi puisqu'il s'agit à travers Teams, de rentrer dans un environnement immersif. Et puis, il nous en reste 3. Intulo, l'atelier de Tertre et CEPS. Et en fait, bien mieux que moi, je vais proposer aux étudiants et aux porteurs de projets de venir présenter les prototypes qui sont ultra fonctionnels. Et donc, je ne sais pas où est passée l'équipe de Intulo. Ah, voilà. Bienvenue. Bonjour à tous. Je suis Jeroen van de Zijpe. Je suis fondateur de Intulo. Intulo, c'est un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans le droit de la circulation. Intulo compte 5 cabinets en Belgique et on a 60 collaborateurs internes et externes. On traite plus ou moins de plus de 3000 dossiers chaque année et notre mission, c'est de rendre le droit accessible à tous. Bon, imaginez, vous avez commis une infraction et vous êtes cité à comparaître devant le tribunal de police. Vous ne savez pas à quoi attendre. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez se tourner vers un avocat. Grâce à toutes les données et les datas que de la création d'Intulo que nous avons récoltées, nous avons pu développer une solution ensemble avec Softlab Academy et bien sûr subventionné avec Microsoft et le gouvernement wallon. On a créé une solution qui rend le droit accessible à tous. Adrien. Bonjour à tous, je m'appelle Adrien et je suis un des 2 développeurs en fait, qui a travaillé sur ce prototype pour Intulo, au MIC. Et en fait, pour répondre à cette problématique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un système automatisé, innovant pour Intulo, qui va permettre, grâce aux outils d'intelligence artificielle, et plus particulièrement des langages de modèles naturels, de comprendre et d'interpréter les données soumises par un utilisateur, que ce soit par l'upload d'un PV, de sa convocation, d'une amende ou de texte manuscrit, de le comparer avec, comme Jeroen vous l'expliquait, toutes les données qu'eux ont en amont depuis une dizaine d'années. Et en fait, on se rend compte qu'on sait facilement prédire ce qui va se passer, comment il faut formuler une défense, qu'est-ce qu'on peut demander. Et ça va être d'autant plus parlant ici sur notre petite démo. Voilà. Vous allez arriver sur une interface principale où est-ce que vous allez expliquer que vous avez fait un excès de vitesse, vous voulez une réponse en français et vous allez uploader votre convocation. On va mettre une référence interne, ça ne vous concerne pas. On va dire que notre client a un casier judiciaire vierge. Comme on parle IA, on parle informatique, il n'y a pas de barrière de langue. Vous pouvez lui donner une instruction en anglais, une instruction en français. Ça ne change strictement rien. Plus tard, on en donnera une en néerlandais et vous verrez que ça n'impacte en rien la qualité de la réponse. On précise qu'il a besoin de son permis de conduire parce qu'il travaille comme chauffeur-livreur.
Et c'est très intéressant et vous allez le voir juste après pourquoi. On explique qu'il a des difficultés financières en néerlandais cette fois-ci, en expliquant qu'il a des pensions alimentaires à payer. Et on finit par dire qu'il sera présent à l'audience. À ce moment-là, il y a 3 choses qui se passent. Notre programme va extraire les données de sa convocation. Il va extraire les informations qu'on vient de lui donner. Il va aller comparer dans notre base de données sur tous les autres cas qui étaient dans un scénario similaire, qu'est-ce qu'on a demandé, comment on l'a fait, et il va nous ressortir toutes ces informations. Et en fait, ça enlève des tâches qui sont extrêmement chronophages pour un être humain, de lecture, d'extraction et de rédaction. Donc on peut voir que nous avons 9 faits, une défense personnelle basée sur tous les critères qu'on vient de nous donner, et une demande au juge de police. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir que notre programme a été capable de comprendre qu'en vue des activités professionnelles du client, demander d'accorder la faveur de déchéance pendant les week-ends, parce qu'on sait qu'il a besoin de travailler, qu'il a besoin de son permis pour travailler. Et en fait, à ce moment-là, ce n'est plus juste un simple programme auquel vous parlez de façon automatique, c'est un programme qui comprend et qui interprète ce que votre besoin, en fait, votre besoin et votre situation. Et on pense que là est toute la valeur ajoutée de ce qu'on a fait. Merci. Merci beaucoup. Alors, les ateliers de tertre, j'invite Antoine, parce que les représentants des ateliers de tertre ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Donc, Antoine est un de nos technologies évangélistes qui accompagne les stagiaires du MIC. Et Antoine, je te laisse la parole. Merci beaucoup Aurélie. Du coup, oui, je ne fais pas partie des ateliers de tertre, mais j'ai eu la chance de faire tout ce qui était gestion du projet, donc avec nos 2 stagiaires ici. Donc, je vais faire une petite introduction. Donc, qui sont les ateliers de tertre et quelle était la problématique. Comme ça, on se remet en image et on pourra après passer à la démonstration. Donc, les ateliers de tertre, c'est une ETA, donc c'est une entreprise de travail adapté qui font un grand focus sur l'intégration et la reconnaissance sociale des personnes en situation de handicap. Donc, ils comptent en moyenne 300 employés dans 8 secteurs différents. Ça passe de la peinture, du jardinage et tout autre secteur. Ils sont vraiment soucieux donc, de tout ce qui est optimisation de leur processus, notamment un secteur bien précis, ici qui était les ressources humaines. Donc ils sont venus avec nous avec la volonté d'augmenter leur optimisation sur les ressources humaines, mais une catégorie, enfin une session bien particulière, une session qu'ils vont vous montrer par la suite. Donc c'est une session généralement qui prend 2 heures, c'est une session d'introduction aux nouveaux collaborateurs. Donc c'est une session qui est assez répétitive en termes de questions, d'administratif. Donc on va par exemple enregistrer de nouveaux numéros de téléphone, rentrer nos coordonnées bancaires, etc. Donc, c'est assez fastidieux, ça dure généralement 2 heures. Donc, pour résoudre cette problématique et pouvoir laisser au RH la possibilité de gagner ces 2 heures et les passer ailleurs, on a décidé de créer un tout nouveau projet, un tout nouveau type d'assistant virtuel qui vont vous présenter par la suite. Donc, ce nouveau type d'assistant virtuel est assez différent des chatbots classiques. Donc, on a essayé de garder ce côté assez humain et avec de l'interaction assez forte. Donc, vous allez voir par la suite, mais on aura la possibilité de répondre à toutes les questions que le collaborateur aura envie de poser à l'assistant social. Donc, voilà, j'ai fait un petit résumé de l'introduction de la problématique. Maintenant, je vais vous laisser avec une démonstration qui sera beaucoup plus parlante. Merci, bonjour à tous. Comme l'a dit Antoine, ici, on a proposé une solution aux besoins des ressources humaines de cette société, qui sont les ateliers de tertre. Il faut savoir que leur processus d'intégration des nouveaux travailleurs est assez long, ça prend 2 à 3 heures. Et du coup, on a essayé de produire un outil qui va leur permettre justement de faciliter cette intégration et d'enlever toutes les tâches redondantes et qui n'ont pas vraiment de plus-value pour un humain, pour justement libérer du temps à ces personnes des ressources humaines, pour qu'elles puissent justement se concentrer sur le côté humain et enlever tout ce qui est remplissage de documents, discussion à propos du RGPD, des choses comme ça, tout ce qui se fait en tout début de recrutement. Et donc du coup, on peut voir ici notre avatar qui s'appelle Lisa, qui est généré automatiquement en temps réel par intelligence artificielle. Et cet outil va permettre de simuler un entretien. Et donc ici, on va lui parler, on va suivre tout un script de présentation. Et elle va pouvoir nous répondre en temps réel en fonction de ce qu'on lui dit. On va pouvoir lui poser des questions sur l'entreprise à partir des données justement de cette entreprise. Donc à n'importe quel moment de cet entretien, on va pouvoir poser des questions. Et du coup, je vais vous laisser avec Franco pour la petite démo. Du coup, voilà, comme Guillaume a dit, je m'appelle Franco. Alors, je vais faire une petite présentation de l'outil. Alors, il faut savoir qu'au préalable, l'outil a été nourri avec le CV d'un candidat. C'est-à-dire qu'on lui a donné quelques instructions
pour qu'il puisse aller récolter des informations comme son nom, son prénom, s'il a mis son adresse dans un CV ou d'autres informations, sa situation familiale, s'il possède un permis ou quoi. Et du coup, en fonction de ça, nous allons faire un traitement dessus, c'est-à-dire qu'on va poser des questions oui ou non en fonction des résultats qu'il a récoltés dans le CV. Un cas d'exemple concret, s'il a récupéré le nom ou le prénom du candidat, il ne va pas lui demander quel est ton nom. On va juste faire une vérification en lui demandant si c'est bien, par exemple, je prends mon cas, si Falconi Franco est bien ton prénom ou ton nom. Du coup, voilà, c'est un peu l'idée de ceci. Alors, ici, nous allons commencer. Du coup, ici, on a coupé le son, mais en gros, notre assistant virtuel nous a demandé si nous étions prêts à commencer. Du coup, il attend une réponse positive pour dire qu'il attend un top départ, on va dire. Du coup, ici, je vais lui dire je suis prêt. C'est la connexion. Bonjour Falconi Franco, bienvenue aux ateliers de Tertre. Nous sommes une entreprise qui offre des emplois aux personnes handicapées, avec un accent sur l'intégration, la formation et le développement des compétences. Ici, nous visons le professionnalisme, la sécurité et la qualité, tout en étant un partenaire de choix pour nos clients. Voici une petite description de notre entreprise. Dites-moi quand nous pouvons passer à la suite. Du coup, voilà un petit exemple de comment se déroule, de comment l'avatar se présente face au candidat. Du coup, ici, on peut continuer l'entretien. Du coup, je peux lui dire oui, vas-y, tu peux continuer. Peux-tu me dire quand tu es né ? Du coup, là ici, dans mon CV, on peut voir que je n'ai pas renseigné ma date de naissance. Du coup, elle me pose une question pour récolter ces données, ces informations qui vont être ensuite retranscrites dans un document PDF ou un Excel ou quelque chose comme ça qui facilite et automatise les tâches des ressources humaines. Du coup, là ici, je vais lui dire ma date de naissance. Je suis né le 20 mars 2002. J'ai aussi lu dans ton CV que ton adresse email est franco.stack@icloud.com. Est-ce Voilà. toujours cela ? Du coup, si vous voulez me contacter, vous venez d'entendre mon adresse email. Mais du coup, voilà. Du coup, là, ici, je vais confirmer parce que voilà, c'est bien ça mon adresse email. Et du coup, ces données vont être aussi retranscrites dans un document. Oui, c'est bien ça. Tu pourras me contacter sur cette adresse email. Je peux toujours te contacter au +32 49 74 26 85 2. Est-ce toujours le bon numéro pour te joindre ? Du coup, voilà, même principe, si vous voulez me contacter. Voilà. Du coup, continuons. Ah oui, c'est toujours bien ça, mon numéro de téléphone. Merci. Quelle est ta situation familiale actuelle ? Ok, du coup, continuons. Alors, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant, mais je vis toujours chez mes parents. Quelle est la nationalité mentionnée sur tes documents officiels ? Ok, du coup, je vais répondre. Je suis belge. Tu trouves devant toi une liste de documents. Tu devras en lire certains avec moi et en compléter d'autres. Je te guiderai, donc ne t'inquiète pas pour ça. Du coup, voilà, là ici, on rentre dans un cas d'utilisation, on va dire, spécifique. En gros, dans le cadre de l'entretien, enfin dans l'onboarding, on aura une liste de documents devant nous, enfin le candidat qui passera l'entretien aura une liste de documents devant lui, et du coup, on devra le guider pour qu'il trouve ces documents, qu'il fasse une signature, qu'il écrive quelque chose ou quoi. Du coup, c'était vraiment un use case particulier. Et du coup, on va guider le candidat spécifiquement là-dessus. Du coup, là, je vais lui dire qu'elle peut continuer à l'entretien. Je suis prêt, tu peux y aller. Alors commençons, prends le document intitulé « Je suis malade ou en retard. Que faire ?» Dis-moi quand tu as trouvé ce document. Ok, du coup, admettons, là j'ai feuilleté une farde ou quelque chose comme ça, et je suis tombé sur le bon document. Du coup, je peux lui dire oui, j'ai trouvé le document, tu peux continuer.
Pour résumer le document, en cas de maladie ou de retard, contactez immédiatement votre instructeur ou le service des ressources humaines. Prévenez par téléphone entre 8 heures et 10 heures. Remettez votre certificat médical au RH dans les 48 heures, soit par email, en personne ou par courrier. En cas de retard, pointez à votre arrivée et justifiez-le. As-tu bien compris ? Du coup, voilà, on a simulé un petit cas spécifique. Du coup, ici, je vais lui répondre que oui, j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris, tu as été clair. Hop, ici, du coup, on va dire l'entretien est terminé. Enfin, logiquement, ça dure un peu plus de 2 heures. On va vous épargner cela. Je suis désolé, Du coup, je n'ai pas trouvé de réponse à votre question. voilà. As-tu d'autres questions ? Voilà, du coup, voici une petite démonstration assez courte, mais on a montré quelques possibilités d'utilisation, oui, excusez-moi. Et du coup, voilà, il faut savoir que, comme je l'ai dit, c'est une démonstration condensée. Il faut savoir qu'il y a d'autres outils, d'autres perspectives qu'on ne vous montre pas actuellement, mais nous serons disponibles après au stand si vous avez d'autres questions. Et du coup, voilà, je vais redonner la parole. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas parce que ce n'était pas prévu, mais est-ce que je peux vous demander ce que vous avez appris pendant ce stage ? Oui, pas de problème. Mais du coup, c'était déjà, je veux dire, une expérience extraordinaire. Et pourquoi ? Pourquoi ça ? Tout d'abord parce que le MIC, c'est plus que des collègues. Franchement, c'est presque devenu une famille, on va dire. Ben, forcément, on y passe plus de 8 heures par jour. Du coup, ça devient comme la famille. Alors, au départ, on est un peu perturbé. On nous dit ah oui, on va utiliser l'intelligence artificielle, on va faire ci, on va faire ça. Et nous, enfin voilà, j'étais un peu comme vous. Je connaissais pas grand-chose en intelligence artificielle. Mais c'est pas grave, le MIC est là pour nous encadrer, nous apprendre petit à petit à monter des marches pour arriver presque tout en haut. Ils nous prennent un peu par la main et du coup, on va dire, on est un peu le résultat même si on ne connaît pas grand-chose dans un domaine, qu'on peut y apprendre en prenant le temps et en ayant l'envie, bien sûr. Et on peut voir que ça donne des résultats assez satisfaisants comme avec Intulo ou encore notre prototype ici et d'autres démonstrations comme vous allez le voir après. Mais voilà, c'était une période grandiose et je remercie le MIC de m'avoir permis de vivre ça. Du coup, je passe la parole à Guillaume. Je ne sais pas s'il est du même avec moi, mais... Bah, content de faire partie de ta famille, merci. Du coup, Franco a un peu tout dit, mais c'est vrai que le MIC, c'était une super expérience. On a été très bien encadrés, on a appris beaucoup de choses. C'est une bonne entrée en matière dans le monde du travail. Ils nous prennent vraiment par la main au début, mais on est quand même assez vite indépendants et c'est aussi ça qui m'a beaucoup plu. Toutes les opportunités qu'on a aussi avec des technologies très actuelles, très innovantes, c'est vraiment ça que je trouve la plus-value de ce stage. Ça change totalement de ce qu'on voit en cours et c'est beaucoup plus concret. C'est vraiment intéressant. Je me suis vraiment senti grandir en tant que développeur et en tant qu'adulte. Et ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais appeler RiskChase. Ils vont venir présenter le projet aussi. Donc, ce qui est génial aussi dans ce projet-ci, Atelier de Terre, mais RiskChase, c'est autre chose, c'est que c'est une entreprise absolument pas technologique, hein, c'est du travail adapté et de montrer comment la technologie comme l'intelligence artificielle peut aider non seulement l'entreprise à mieux faire son travail, mais aussi en fait les collaborateurs à mieux s'intégrer. Alors, RiskChase, vous verrez qu'on rentre dans quelque chose d'autre. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Je me nomme Franz Betterdal, je suis le responsable informatique du CEPS. Le CEPS est une entreprise qui fait partie d'un réseau d'entreprises dont le secteur d'activité est la formation et la veille et la formation du travailleur. Notre objectif, comme tant d'entreprises ici en Belgique, c'est zéro accident. Zéro accident, et c'est l'ADN de nos sociétés. Alors, par le passé, nous sommes un ensemble de PME, donc avec des ressources modérées. Par le passé, nous avons développé avec un de mes jeunes collaborateurs
il a développé une application de chasse au risque. Et cette application, elle est fermée. Elle est dans une technologie qui fonctionne essentiellement sur des casques de réalité virtuelle. Et notre objectif ici, on a contacté le MIC, on a dit on a une problématique, c'est d'approcher nos clients, d'être plus en contact et de mieux pouvoir communiquer. Donc on cherche une plateforme, on cherche une solution qui nous permettrait d'être plus proches et de mieux communiquer tout en étant dans la modernité. Et avec les contacts du MIC, merci Fred, on a directement été orientés, on a une équipe de choc et je vais leur laisser vous présenter ce qu'ils ont fait pour nous. Bien, merci France. Moi c'est Justin, je suis stagiaire au MIC et je suis ici avec François, mon collègue sur le projet du CEPS, qui lui est dans un autre monde en fait. Il est dans le casque de réalité virtuelle qui sert justement à immerger les participants dans ce monde où il faut partir à la chasse au risque. Le but de cette approche, c'est d'être justement immergé dans ce monde afin d'être dans le plus proche du concret d'un environnement où il pourrait se trouver des risques, et ici dans un entrepôt. Je ne sais pas si tu es prêt, François. Ok, normalement on va voir l'apparaître du côté de la petite porte ici une fois qu'il sera arrivé. Tu en es où? Voilà, bon voilà, et problème de Wi-Fi. Bon, s'il faut on y va. Non, bah, je sais pas. Ok. Bah, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais me téléporter directement dans la salle ici. J'ai une petite salle de contrôle où je peux me permettre de générer tous les risques pour les participants. J'ai avec moi dans cet environnement Frédéric et Antoine qui se sont connectés. Ce que je suis en train de faire ici, c'est que je suis en train de générer les risques qui vont être utilisés pour illustrer les risques à découvrir dans l'entrepôt. Donc maintenant, je vais les diriger vers l'environnement. Je peux les téléporter. En fait, ici, je joue le rôle de formateur et eux jouent le rôle de participant. Je vais les téléporter donc, dans ce petit couloir et où pouvoir se préparer, mettre les vêtements de sécurité qui sont ici. En fait, il s'agit simplement d'un casque. Ça sert à des fins d'immersion. Et on va enfin rentrer. Et ici, vous allez voir qu'on peut commencer à explorer l'entrepôt et commencer à identifier les risques. Et on va tout simplement les laisser faire. Et voilà, on voit que par exemple ici, il est arrivé sur une flaque et il est tombé. Ces simulations servent vraiment à illustrer les risques potentiels, ce qui pourrait se passer si jamais le risque venait à se déclencher tout simplement. C'est très visuel. Et ici, je vais activer celui de l'incendie et on va voir que le feu se déclenche. Oui. Si tu permets, ce qui était important pour nous ici, c'est non seulement d'avoir cet outil, mais c'est de faire en sorte que cet outil soit vraiment disponible au plus grand nombre. Donc ici, dans l'assistance, nous avons Fred qui est sur son smartphone et qui participe en direct. Nous avons un jeune collègue qui essaie de trouver le Wi-Fi, mais il va arriver, je lui fais confiance. Et également une personne que je ne connais pas, mais qui se trouve ailleurs. Donc, on rassemble en un même lieu des gens qui sont avec des supports différents et qui sont dans des lieux différents. Et ça, c'était vraiment important pour nous. Merci, excuse-moi. Voilà. Donc oui, cette plateforme, elle est très facilement accessible, que ce soit par smartphone, que ce soit par web et surtout par casque virtuel afin d'être complètement immergé dans cet environnement, quoi. Donc voilà, donc, le projet arrive à son terme avec tous ces personnages qui peuvent interagir avec le formateur et entre participants. Et j'ai mon petit bouton pour remettre tous les risques à zéro. Donc ça sert vraiment à illustrer pour le formateur et expliquer tous les risques potentiels. Voilà, j'en ai fini. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez, ces trois projets sont très différents. Ce sont des étudiants qui sont en dernière année de bac, qui en quelques mois développent ces prototypes pour des PME en Wallonie. Ah oui, je vais le faire. Merci.
ce que je trouve aussi intéressant, c'est comme le disait un des étudiants, ils n'y connaissaient rien au début de leur stage. Non seulement l'étudiant monte en compétences, l'entreprise, qui ne sont pas des entreprises technologiques, acquiert ces compétences. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la petite chose qui manquait, c'était la poursuite de ce projet au sein de l'entreprise. Et donc, à l'avenir, en fait, on veut ajouter à ce duo de partenaires, justement des prestataires technologiques qui vont pouvoir et encadrer le stagiaire, enfin les stagiaires et l'entreprise, mais aussi s'assurer que le projet continue à avoir une vie au sein de l'entreprise. Et de cette manière, tout le monde monte en compétences. J'insiste aussi pour dire que tous ces étudiants ont développé énormément d'autres compétences que les compétences hard liées à l'intelligence artificielle. Mais vous l'avez vu, ils ont appris à pitcher, à collaborer, ce que c'est qu'une entreprise. Donc je trouve que c'est énormément de valeur ajoutée dans un stage pratique comme celui-là. J'en profite pour remercier Fred, Antoine et Lloyd pour le super travail qu'ils ont accompli avec les 10 projets que vous avez l'occasion de voir ici. Et vous dire aussi, par la même occasion, parce qu'on parlait de garde des talents au début, que ces étudiants, eh bien, pour la plupart, ils n'ont pas encore de job. Et que donc, je vous invite vraiment à rentrer en contact avec eux. Mais voilà, on ne pouvait pas présenter les 10 projets ici. Toujours dans cette idée d'innovation et de montée en compétences, le MIC organise des hackathons. Notre prochain hackathon sera aussi centré sur l'IA, mais l'IA for good, hein, pour avoir une finalité, je dirais, qui donne aussi envie aux plus jeunes de rejoindre ce type de parcours. Alors, un hackathon, j'ai participé à beaucoup de hackathons aussi. C'est 2 ou 3 jours, on s'amuse énormément, c'est très cool, mais finalement, à la sortie du hackathon, souvent, il ne reste pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Et cette année, le hackathon se déroulait il y a un peu moins de 2 mois. Il y a 3 technologies qui ont été proposées aux étudiants. Et honnêtement, moi, j'ai été bluffée par l'équipe d'étudiants qui a remporté le prix du jury. Donc, je les invite à venir présenter Scaminator. On a eu 60 étudiants qui participaient au hackathon. On ne peut pas les faire tous venir. Mais donc, notre équipe d'étudiants va vous présenter Scaminator. Alors, Scaminator, c'est un détecteur de scam, puisque dans les entreprises, même personnellement, on reçoit énormément de mails tous les jours. Certains passent dans les spams, mais ils ne passent pas tous dans les spams. Et ça peut compromettre toute une entreprise, parce qu'à travers un lien, on peut récupérer des données, récupérer des mots de passe, et ça coûte très très cher à une entreprise. Souvent, Félix parle de 6 mois de travail perdu, parce qu'il faut tout remettre en route. Dans les chiffres, une cyberattaque pour une entreprise, ça coûte entre 15 000 et 4 millions d'euros. C'est extrêmement cher. D'ailleurs, la plupart des entreprises ne s'en remettent pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de développer ce prototype, qui est une couche en plus sur les mails qu'on reçoit pour nous protéger. Par exemple, ici, on voit qu'on a plein de mails qui ne sont pas passés dans les spams. Alors, je suppose que tu peux montrer une petite démo. Ça, c'est notre démo spéciale où on reçoit un mail d'un employé qui s'appelle Albert et on lui dit que la base de données a été mise à jour et donc il doit cliquer sur le lien. Il n'a entré aucune information parce qu'il suffit de juste un clic pour avoir de gros problèmes et il n'est pas passé dans les spams. Par contre, nous, notre projet, donc Scaminator, détecte qu'il y a eu un problème et donc signale une alerte. Si vous voulez voir après pourquoi ce mail est un problème, parce que finalement on ne voit pas de mail apparent, il y a juste un bouton. Si vous voulez voir en quoi c'est un problème, on est juste là après. Et évidemment, dans le cas où c'est un mail légitime, un autre mail, là il nous dit que c'est AliExpress et il est censé nous dire qu'il n'y a aucun problème, puisque selon Scaminator, ce mail est tout à fait correct. Non, le site ne va pas, c'est pour après la démo, ceux qui veulent venir. Donc si vous voulez voir comment on fait pour détecter ces mails que Google et Microsoft ne détectent pas, on est juste là-bas. Si vous voulez voir également ce que vous risquez, ce que vos employés risquent, parce qu'évidemment, quand on envoie le mail à 150 employés, on a
toujours un qui clique dessus, surtout quand c'est un petit bouton bien fait comme ça. Et donc, si vous voulez voir ce que vous risquez, on est juste là. Voilà. Un truc à rajouter ? Non, non, ok. Bon, voilà. Merci beaucoup d'être venus. Il faut savoir que pour la plupart des étudiants, c'est une période assez chargée. Donc ce sont des étudiants, vous voyez ce qu'ils sont capables de faire en 2 jours et demi, comment la technologie les a inspirés. Et si vous n'êtes pas familier avec les problématiques de cybersécurité, c'est vraiment un problème aujourd'hui. Je trouve que leur solution est ultra accessible, même à des particuliers. Donc voilà, eux aussi, ils n'ont pas de job, ils sont étudiants. Si vous êtes convaincus par leurs produits, je fais un peu leur pub. Je vous invite vraiment à aller les rencontrer. Alors Franco, j'ai besoin de ton mot de passe pour l'ordinateur. Merci. Merci beaucoup. Donc, après ces différentes démonstrations, je vais inviter Nawel Dehac, Sébastien Place et Roald à nous rejoindre pour un petit tour de table, parce que face à cet environnement qui change très rapidement, je trouvais qu'il était intéressant d'avoir aussi leur perspective par rapport à l'IA. Alors, je vais peut-être commencer. J'ai un deuxième micro normalement. On va voir. Roald. Bon, je ne sais pas si on présente encore Roald Sibrat, qui est président de l'ADN, mais aussi quasi chez lui ici à la Grand Poste. Peut-être en une phrase, il peut te présenter. Oui, donc mon job principal, c'est d'être investisseur pour le groupe Noshak, ici, l'investisseur qui a entre autres cofinancé cette Grand Poste, où j'ai mené des investissements comme dans des startups telles que Odoo et Aerospace Lab. Donc un goût pour la technologie depuis de nombreuses années. Pour les modèles SaaS, je connais bien le MIC aussi, bien plongé dans l'IA. Et voilà. Et à présent, je préside le conseil d'administration de l'ADN. Ce n'est évidemment pas un job temps plein, c'est quelques jours par mois. Mais ça donne une vue sur la stratégie Digital Wallonia, qui a sa 3e incarnation, qu'on va réviser sans doute à l'occasion des élections, de la mise en place d'un nouveau gouvernement, des nouveaux défis. L'IA est arrivée entre-temps, elle ne faisait pas partie du paysage précédent. L'agence a beaucoup, malgré tout, investi dans l'IA dans le cadre du plan de relance, le PROI, le plan de relance pour la Wallonie, la version wallonne du plan de relance européen, dans lesquels on a mis en place des outils tels que Start IA, Tremplin IA. Et il faut savoir aussi que l'agence travaille énormément avec des partenaires, des référents, etc. L'ADN reste une petite structure d'une 50aine de personnes, mais on travaille énormément avec des partenaires comme le MIC et d'autres, voilà, qu'on est très content de voir à Liège d'ailleurs. Hein. Le MIC est partout. Oui, c'est l'ambition. Merci Roald. Mais justement, Roald, toi, avec ta position, je dirais, multicasquette, et ta passion pour l'IA depuis très longtemps, hein, comment est-ce que toi, tu vois l'impact de l'IA sur les compétences, les métiers et les besoins, je dirais, tant du côté entreprise que... Oui, de manière générale, le problème des compétences, des talents, est absolument crucial. On peut en parler en IA, mais c'est dans beaucoup de domaines. Hein. Je m'intéresse aussi à la cybersécurité. Il manque 4000 profils en cybersécurité. En IA, c'est sans doute plus difficile à cerner parce que c'est encore quasiment trop nouveau. Mais il manque des talents. Donc tout ce qui peut encourager les gens à se former est le bienvenu. Et là, on a un paysage assez contrasté. Il y a les universités qui s'y mettent, évidemment, mais qui ont généralement 2-3 ans de retard sur le marché, hein, le temps d'intégrer, parce qu'il y a la rigueur académique, voilà, mais ça met en place des choses de très bonne qualité, mais ça s'adresse généralement à des gens entre 20 et 25 ans. Donc, alors qu'il y a des masses de gens à former également plus tard, ou qui n'ont pas spécialement fait d'études de master ou d'ingénieur. Et donc là, il y a toute une palette à la fois pour former des gens plus tard. Enfin, il devrait y avoir bien plus encore, je pense, une palette de formation. Il y a des modèles alternatifs tels que ceux qu'on a vus autour de Bicentral, hein, des écoles comme Bicode, le Wagon, etc., qui proposent des formations alternatives. Le but n'est pas de former des gens nécessairement au niveau master. Il y a besoin de talent dans tout un spectre de besoins, quoi. Quelqu'un de Bicode
caricaturer un petit peu ça en disant mais on forme aussi des ouvriers du code, hein, on n'a pas, ou de l'IA. On n'a pas besoin que tout le monde ait fait un master universitaire ou que tout le monde soit ingénieur en informatique. Il va y avoir besoin de toute une palette de formations. Merci. Nawal, je laisse te présenter aussi. Bonjour à tous, je m'appelle Nawel, je suis managing partner de Kumo. Kumo, c'est une start-up qui fait partie du groupe Chronos. Alors, le but de Kumo, en fait, c'est d'aider les sociétés, les sociétés à Bruxelles et en Wallonie à accélérer leur transformation digitale. Et nous, on utilise plus particulièrement les solutions cloud Microsoft. Et donc, on les accompagne, on les forme, on installe également des solutions comme Teams, la gestion des documents SharePoint, l'IA, bien entendu, et bien d'autres. Qu'est-ce que toi, tu remarques, je dirais, sur le terrain quand tu es en contact avec des entreprises, des PME en Wallonie, mais bon, aussi à Bruxelles? Qu'est-ce que tu observes? C'est quoi, toi, ton constat par rapport à l'IA? Alors, comme tu l'as dit en introduction, en fait, ce qu'on remarque, ce que moi je remarque, c'est qu'effectivement, il y a un intérêt. Donc, les clients se posent pas mal de questions, mais il n'y a pas encore de mise en pratique ou très légère, et chacun fait un petit peu des petits bidouilles dans son coin, mais il n'y a pas vraiment de stratégie, et c'est pour ça que nous, en tant que groupe Chronos, nous sommes là aussi pour répondre aux questions autour de l'IA, aider aussi à formuler des stratégies, en tout cas un peu plus claires, et à implémenter des solutions qui vont répondre à des points de douleur des sociétés wallonnes et à Bruxelles. On n'a pas encore réussi à éliminer les mouches. Merci Nawel. Sébastien. Bonjour. Bonjour, je laisse aussi te présenter. Mais bien, et toi? Super, merci pour l'invitation. Donc bonjour, je m'appelle Sébastien Place et donc je travaille chez Microsoft, Belgique et Luxembourg, et donc je suis responsable plus spécifiquement du secteur académique, enseignement, éducation et recherche, avec un focus évidemment particulier sur la Wallonie et beaucoup de partenariats ensemble évidemment avec le MIC depuis de nombreuses années. Voilà. Qu'est-ce que toi, justement, parce que c'est ce qui m'intéressait dans les profils de Roald, Nawel, de Sébastien, c'est que vous avez vraiment des positions très différentes, vous regardez d'autres parties du marché. Qu'est-ce que toi, tu vois au niveau de l'enseignement par rapport à l'IA? Qu'est-ce que tu constates? Alors, je constate beaucoup d'alignement avec le Work Trend Index que tu as partagé en introduction tout à l'heure, à savoir à la fois un paradoxe de fascination pour l'IA et son automatisation dans les tâches, et en même temps un taux d'adoption qui reste quand même en deçà de ce qui serait intéressant en fait de développer. Et on aligne ça dans nos analyses en interne chez Microsoft pour le côté éducation-formation au fait que les gens ne comprennent en effet pas correctement comment en fait utiliser ces nouveaux outils dans leur contexte professionnel. Et donc, dans le cadre de l'enseignement, de l'éducation, mais pas que, dans la recherche scientifique également, et je crois qu'on peut extrapoler ça à tous les domaines, comme vous l'avez un peu tous les deux évoqué, il y a ce problème majeur de se dire quelles sont finalement les tâches rébarbatives qui vaudraient la peine d'être automatisées et déléguées à des assistants et à de l'IA. Et c'est l'angle d'approche qui marche en général le mieux, c'est permettre de montrer la valeur ajoutée, le gain de temps, le gain d'énergie, le gain en efficacité qui est apporté par l'utilisation pertinente de l'intelligence artificielle générative. Tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour vous recommander de suivre Sébastien sur LinkedIn parce qu'il partage plein de tutos et de webinaires, de petits tips and tricks justement pour adopter l'IA dans son quotidien. Alors, quels sont, toi, tes conseils pour les talents et donc les étudiants, puisque c'est ton domaine, mais aussi les enseignants par rapport à l'IA? Comme tu le disais, tout le monde est convaincu par le fait qu'il y a un intérêt, mais concrètement, quels sont tes conseils? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais que j'ai deux grands conseils pour deux personas, deux points d'entrée. Si on est d'abord une institution, de quelque catégorie que ce soit et de quelque taille que ce soit, il faut définir stratégiquement le panel d'outils IA qu'on va choisir d'utiliser de manière institutionnelle. Parce que je constate un phénomène qu'on avait déjà observé pour d'autres adoptions technologiques par le passé.
C'est ce qu'on appelle communément le shadow IT ou aussi le cherry picking, c'est-à-dire chaque utilisateur final va un peu choisir ses propres petites apps en fonction de ses affinités, de son expérience et de ses préférences. Mais le problème, c'est que si tu multiplies ça par le nombre de membres d'une institution et même d'une PME finalement, ou d'une petite structure d'enseignement, ça part dans toutes les directions. Il n'y a pas de ligne directrice commune et donc il ne peut pas y avoir de projet de vision stratégique. Et ça rejoint finalement les gaps que tu avais également évoqués en préambule. Et donc ça, c'est vraiment mon grand conseil pour les administrateurs, les décisionnaires, les directeurs informatiques, directrices informatiques de ces structures. D'abord, la vision stratégique et l'adoption du set d'outils. Au niveau des end-users, donc des utilisateurs finaux, là, mes conseils, ça va être évidemment de suivre des formations en ligne. Il en existe des centaines disponibles. Moi, j'utilise par exemple beaucoup évidemment le Microsoft Learn, learn.microsoft.com, qui est un portail comprenant des centaines de milliers de formations gratuites, à la fois sur des aspects tant techniques, mais aussi d'adoption et pédagogique, parce qu'en fait, il y a différents volets. Et en fait, quelle que soit notre qualification, nos compétences et notre nature en termes de travailleurs ou de travailleuses, on peut trouver en fait quelque chose d'aligné à nos besoins là-dessus, qui va nous permettre d'avoir une vue plus structurée sur comment apprendre à utiliser ces nouveaux outils en fonction des cas d'usage liés à nos métiers et nos pratiques. Évidemment, organiser et suivre des formations internes qui sont organisées dans la structure, dans l'institution, dans l'entreprise. Et je dirais suivre également les bonnes personnes en termes d'influenceurs, influenceuses sur les réseaux sociaux et pas de nouveau aujourd'hui je vous montre tel nouvel outil et tel nouvel outil et tel nouvel outil, parce que si vous suivez quelques profils comme ça, en une semaine, vous avez 40 nouveaux outils à tester, vous allez consacrer 1 heure de test à chacun d'entre eux et vous n'aurez pas avancé d'un iota sur vos tâches ou sur votre mission ou sur vos projets. Et donc, on se concentre, comme je le disais, sur des structures fortes, des technologies finalement fondamentales, comme les grands modèles pour l'instant LLM. Et à partir de là, on construit, avec tous les exemples qui ont été montrés également par les stagiaires, avec des super projets. C'est comme ça que vous avez travaillé. Vous êtes parti sur un socle technologique et vous avez construit dessus un use case, une application concrète par rapport à un besoin métier, par rapport à un besoin d'entreprise et dans mon cas aussi par rapport à des besoins d'institutions académiques, d'apprentissage et de formation. Voilà. Merci Sébastien. Je t'en prie. Petite question à Nawal. Je le fais, c'est plus facile comme ça, il n'y a pas de trajet de micro. Dans les entreprises que tu rencontres par rapport à leur transformation numérique et l'adoption de technologies, si il manque quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu te dis? Ça, c'est un point bloquant qu'on ne parvient pas à adresser, ou il bloque plutôt sur ce genre de questions. Est-ce que vous avez des questions, je ne sais pas, éthiques, de confidentialité, parce que je crois que ça peut être aussi des barrières. Quelle est, toi, ton expérience par rapport à ça? Où sont les freins? En fait, effectivement, ça c'est une nouvelle technologie, donc ça apporte beaucoup de questionnements, beaucoup de peurs également au niveau de donc, la protection des données. Est-ce que si j'utilise donc l'intelligence artificielle, comment est-ce que je risque d'avoir une brèche de sécurité? Donc toutes ces questions, effectivement, nous au sein de Chronos, on a des spécialistes qui sont là pour répondre à ces questions. Oui. Effectivement, comme toute nouvelle technologie, il faut qu'il y ait une gouvernance, il faut qu'elle soit au sein de l'entreprise, mais qu'il y ait des règles, une stratégie, comme on a dit tout à l'heure, et bien entendu, qu'une fois que c'est bien mis en place, alors on peut avoir plus l'esprit tranquille, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser comme ça sans gouvernance, effectivement. Ok, merci. Roald, any thoughts on that? Oui, je rejoins certaines des choses qui ont été dites. Attention aux précautions d'emploi. On est dans une phase euphorique de l'IA. Tout le monde s'est précipité sur l'IA. Grâce au LLM, le Large Language Model, ChatGPT, qui était un peu inattendu. Ceux qui avaient suivi GPT-2 voyaient déjà arriver les choses, mais ça a surpris même la plupart des experts les possibilités. Et donc, le grand public s'est dit « Ah, enfin, c'est pour nous, enfin, c'est une IA qui ressemble à celle qu'on voit dans les films de science-fiction, c'est-à-dire à laquelle on peut parler, qui me répond. » Avant ça, et j'avais organisé des formations sur l'IA en 2019, c'était plutôt machine learning et c'était plutôt, il fallait rentrer dans le code, c'était plus concret.
attention que cette IA-là n'a pas disparu et n'est pas complètement remplacée par les IA génératives. Hein. Donc, parmi les étudiants qui ont un profil technique et un peu le goût des maths et de l'informatique, je leur dirais très bien plonger dans l'IA générative parce que c'est une vague énorme. N'oubliez pas le machine learning, le data. Il y a encore d'énormes besoins dans les entreprises. Aujourd'hui, me dit-on, si on écoute Andrew Ng, qui est un des pionniers du secteur, selon lui, le machine learning classique a encore plus de débouchés dans les entreprises où il s'agit de reconnaître des pièces dans des circuits de qualité, des données médicales, des tas de choses comme ça, la problématique de la vision, etc. Donc l'IA, c'est quand même très très vaste. Hein. Rien qu'en IA générative, effectivement, il y a des news, il y a 10 news par semaine. Même les vétérans du net et de la technologie n'ont jamais vu un tel déferlement. Faut pas être dans une fuite en avant, assurer les bases. Et je rejoins Nawal aussi sur les questions d'éthique de gouvernance. Enfin, il y a vraiment tout un panel de choses qui vaut la peine de discerner. Il y a par exemple la problématique de l'alignement. L'alignement, ça désigne le fait de comment s'assurer que l'IA fait ce qu'on a envie de faire. Donc ça a l'air simple. Bah oui, oui, effectivement, on a envie que l'IA fasse ce qu'on veut faire. Mais oui, mais quid des hallucinations? C'est que les IA génératives ont encore un pourcentage qui diminue, mais d'hallucinations, c'est-à-dire ça vous parle de choses qui n'existent pas. Et l'alignement, oui, faire ce qu'il a envie, mais ça nous ramène à des questions sur nous humains. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et ce que moi je veux, et ce que Aurélie veut, et ce que le citoyen lambda veut, et ce que les grandes fortunes veulent n'est pas nécessairement la même chose. Donc il y a vraiment plein de questions qui vont se poser. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie à un certain moment dans une formation, si on s'intéresse au sujet, de se pencher là-dessus. Et je pense aussi que la Belgique, avec la présence de Bruxelles, capitale européenne, c'est une capitale régulatoire, peut-être pas technologique, mais régulatoire. Et les Américains suivent ça de très près. Hein. Il y a des gens de Meta et de Microsoft, etc., qui étudient de très près le AI Act, le RGPD, etc. Tout ça commence à être balisé, ça a encore bougé beaucoup. Donc les chantiers sont énormes. Hein. Il y a du boulot pour des milliers de personnes à explorer tout ça. Non, tout à fait. Mais justement, pour rebondir sur ce que tu disais, on est à quelques dizaines de jours des élections. Si tu avais une recommandation à faire au monde politique par rapport à l'IA dans les PME et dans l'enseignement, en tout cas pour les talents, vers quoi irait-elle? Je ne sais pas si je peux représenter tout ce que pense l'ADN ou Digital Wallonia, c'est plutôt à titre personnel ici, mais je pense qu'il faut s'y plonger, il ne faut pas en avoir peur, hein, malgré les points d'attention que j'ai soulignés, il ne faut certainement pas en avoir peur. Il y a des gens qui ont souvent peur, l'IA va remplacer notre job, va prendre les jobs, non, et certains ont dit, non, votre job ne va pas être pris par une IA, mais par quelqu'un qui utilise l'IA, donc c'est vraiment une invitation. On est pour au moins 5 ans, si pas 10 ans, dans des scénarios human in the loop, comme on dit, c'est-à-dire on va garder un humain dans la boucle, simplement ses capacités seront augmentées, c'est comme un exosquelette, hein, comme quelque chose qui démultiplie notre pouvoir. Certains appellent ça IA, disent l'intelligence augmentée ou l'intelligence amplifiée. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire, c'est vers ça qu'il faut aller, parce que ceux qui ne le font pas se mettent un détriment et un désavantage. Donc le monde politique, j'ai envie de leur dire, venez à un atelier du MIC, venez vous plonger là-dedans. Il faut s'y plonger, il ne faut pas être intimidé. Je m'attends à ce que ça devienne presque aussi banal en quelques années à dire j'utilise un traitement de texte. Aujourd'hui, il y a plus grand monde qui dit sur son CV j'utilise Word. Il y a une époque on mettait ça, je sais, connaissance. Je ne suis même pas certaine que les gens mettent encore j'utilise un traitement de texte. Tu vois. mais par contre, il y a des degrés de qualité et d'aisance dans le usage qu'on en fait. Donc plongez-y. Top, merci. Nawal, même question. Tu peux passer tout tour. Je partage le même avis. Plonger, oui. Il ne faut pas louper le train, en fait. Allez-y, soyez curieux, essayez de vous former, n'ayez pas peur, comme on le disait tout à l'heure. Je pense que ça va certes remplacer certains jobs. Je pense, mais ça va en créer d'autres. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'IA. Et en fait, on aura toujours besoin d'avoir un esprit critique. Donc, développez votre esprit critique, développez vos soft skills et avec l'alliance de l'intelligence artificielle, alors il y aura une combinaison des forces que l'un n'a pas et que l'autre a.
Top, beau message. Sébastien, même question. Cool. Elle n'est pas facile, ta question. Non, je dirais, j'espère en tout cas le message aux politiques, en tout cas pour revenir sur cet axe-là, d'apporter un soutien structurel pour les PME et les différents types de structures et les initiatives soutenantes. Je pense notamment à tout ce qui est tremplin IA de l'Agence du numérique, les initiatives conjointes ici, de toutes les démonstrations qu'on a vues au travers du MIC, d'accompagnement des PME, d'accompagnement des structures et de toutes les catégories d'institutions. Il faut structurer ça, il faut institutionnaliser le côté investissement dans la formation, dans le skill-up, parce que sans ça, on va, et pour rebondir sur votre avis à tous les deux, en effet prendre un énorme retard. Parce qu'il y a toujours une latence entre l'adoption et le développement et la montée en compétences sur le terrain dans les plus petites structures en termes de taille, d'un point de vue société. Et de nouveau, on rejoint le Work Trend Index où tu montrais les plus de 250 travailleurs, etc., qui avaient une adoption beaucoup plus massive. Et le problème, c'est que plus on va avancer dans le temps et plus on va devoir se caler sur le tempo et l'agenda politique, plus l'écart va se creuser. Et comme on l'a déjà vu par le passé pour plusieurs transitions technico-économiques, à un moment donné, le fossé est tellement grand qu'on ne parvient plus à le combler et à le rattraper. Et j'ai bon espoir, en tout cas, que cette fois-ci, on va pouvoir concrétiser l'essai tous ensemble en Wallonie grâce à la nouvelle génération, les étudiants qui ont montré des super projets et qui ont bâti sur des socles technologiques forts, qui ont monté des compétences, ils l'ont évoqué durant les stages, l'accompagnement de première ligne organisé par le MIC, par les initiatives soutenues par l'Agence du numérique, par les partenaires et les entreprises présents sur le secteur en Wallonie, et évidemment les entreprises, les PME, les institutions et les structures qui, vous êtes là pour amener le besoin métier, pour amener le besoin de terrain et aider avec les différentes couches de spécialistes qu'on a vues aujourd'hui et qu'on a évoquées, de construire en fait vos projets vraiment étape par étape pour avoir un socle fort et des projets qui tiennent la route sur du long terme, parce que tout ce qu'on a vu aujourd'hui comme exemple d'application, évidemment, ce sont des premières étapes, ce sont des prototypes. Parfois, certains même ont déjà, je pense, été déployés, d'après ce que je comprends. Okay. Et donc, on voit qu'on a cette montée progressive. Et une fois que la technologie et que le produit est adopté et fonctionnel et va être développé sur du long terme, là, on a bâti en fait une route claire et solide pour un développement d'avenir et pour une accélération du coup de vos entreprises et de nos structures de Wallonie. Top, merci beaucoup à tous les trois. Je ne sais pas si vous avez des questions, que ce soit pour les étudiants, pour Nawal, Roald ou Sébastien. Zéro question ? Bon, alors je vous invite réellement à aller voir les étudiants et leurs projets qui seront exposés là sur les différents manches debout, à leur poser des questions, à les rencontrer. Et je vous donne rendez-vous le 17 septembre pour les 15 ans du MIC, qu'on fêtera cette fois-ci à Mons, terre natale du MIC. Et je vous souhaite une excellente journée.